Les enfants et les adolescents viennent de traverser une crise sans précédent. Pendant 4 ans, les adultes censés les protéger ont obéi à un non-sens total et pour beaucoup les ont maltraités. Proportionnellement, 4 ans, ça représente beaucoup plus pour un enfant que pour un adulte. Ça a pu paraître une éternité. Comment réagit un enfant lorsqu'il apprend qu'un mal invisible peut tuer ses parents, ses grands-parents, et peut-être lui-même? Les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté considérablement. Était-ce justifié? À en voir les statistiques de létalité de la Covid? Non. Puis sont venues les mesures gouvernementales insensées, anticonstitutionnelles. La distanciation sociale, le couvre-feu, la fermeture des écoles, les commerces non essentiels, les confinements, les masques. Était-ce utile et raisonnable? À en croire les études préalables sur le sujet, même celle de l'OMS en 2006, il avait été conclu que non. Quelles conséquences? Les décrochages scolaires, l'addiction aux écrans, aux drogues, les maltraitances et abus. Tout cela a occasionné des traumatismes qui, aujourd'hui encore, amènent à des stress post-traumatiques chez les enfants. Puis nous avons eu droit à une vaccination massive, et j'oserais dire sauvage, en dépit du bon sens. Et là encore, avec l'assentiment de certains adultes, les enfants payent le prix fort. On observe une hausse significative de la mortalité et des maladies graves, auto-immunes, neurologiques, cardiaques et des cancers dans la population jeune vaccinée. Les dégâts à long terme ne peuvent être évalués. La confiance dans les adultes, dans les politiques, dans le système ambiant est rompue. Jamais la corruption et la perversion systémique n'ont été aussi évidentes. Le sentiment de perte de sens, l'insécurité, d'isolement n'a jamais été aussi grand. La société se déshumanise, l'état de droit et la démocratie sont en déclin, la bureaucratie prend une dimension insensée, un système de contrôle et la perte de liberté, notamment d'expression, deviennent écrasantes et les capacités d'améliorer son statut social se minimisent. L'école s'immisce de manière perverse dans l'intimité des enfants, avec des séquelles potentiellement graves à long terme. Les notions d'identité sexuelle sont remises en question. Les taux de tentatives de suicide chez les jeunes, d'automutilation et de toxicomanie ont explosé. Nous devons tous réparer et modifier le paradigme sociétal pour leur permettre à nouveau de croire en l'avenir. Voilà ce que j'avais écrit en préalable à la présentation, qui va un peu vous montrer les choses plus en détail. Alors, quand les enfants souffrent de l'école et des crises, avant le Covid déjà, on avait un enseignement qui était un peu en péril. Il y avait une perte de sens, une compétition, de l'individualisme, et les adultes aussi, le burn-out des enseignants, l'absentéisme, le stress social, concurrence, marasme économique, crise de l'emploi, les changements fréquents de programmes éducatifs. Les enseignants ne s'en sortent pas à peine. Ont-ils mis en place un système qu'on leur en propose un autre et ils perdent leur repère, mais les enfants aussi, du coup. Donc changement politique aussi et bureaucratie hors sol, niveau de plus en plus bas. Il y a un livre qui s'intitule La fabrique du crétin, je vous invite à le lire, il est très bien fait. Formatage, peu d'esprit critique. On apprend surtout aux enfants à obéir, à faire ce que le professeur dit. Le professeur, lui, apprend à suivre un programme qu'on lui dit également. Donc là-dedans, l'esprit critique, la part personnelle dans l'enseignement, le développement même du génie de l'enfant, on oublie. Sentiment d'autoritarisme, de manque de liberté, d'emprisonnement, violence et harcèlement. Alors ça, c'est clair que les adultes qui sont en pré-burnout ont beaucoup moins de capacité à surveiller les enfants qui eux-mêmes, vivant toutes ces violences, les reproduisent dans les cours. Ça, c'était déjà avant. Avant, Mathias Desmet avait remarqué qu'il y avait une anxiété flottante dans la société, une frustration, une agressivité flottante, une perte de sens, une perte du lien social. Et que tout ça, mis ensemble, ça faisait le terreau fertile de n'importe quel doxa qu'on allait pouvoir mettre à disposition des gens pour les faire
agir comme un seul homme, même si c'était tout à fait déraisonnable. C'est ce qui s'est passé avec la crise de ce SARS-CoV. Et je vous invite vous avez peut-être déjà tous lu beaucoup de livres, mais il y en a que je trouve particulièrement bien référencés. Il y a le livre de Jean-Dominique Michel, qui est le désastre. Alors, la fabrication du désastre, ça explique, c'est son deuxième livre, ça explique comment finalement, tous les pouvoirs publics se sont mis ensemble avec quelques personnes particulièrement riches pour générer les choses. Mais le précédent, Autopsie d'un désastre, est vraiment très indicateur de toutes les absurdités qu'on a pu observer pendant la crise Covid. L'autre livre que je trouve très intéressant aussi, c'est le livre de Corinne Lalo, Mensonges et vrai mensonge. Comment ça va? C'est fausse pandémie et vrai mensonge, c'est ça, voilà. Merci. C'est vraiment un livre à mettre dans les mains de ceux qui vous traiteront de complotistes. Après, on verra s'ils tiennent toujours le même discours. Alors, les effets de la crise Covid et de sa gestion sur les enfants. D'abord, on a vu que les enfants étaient culpabilisés. On a dit que s'ils mettaient pas bien le masque, si ils allaient faire un bisou à papy ou à mamie, ils pouvaient les tuer. J'ai même eu une situation où le grand-père qui était un militaire de carrière, qui avait refait sa vie, avait menacé son petit-fils qui était autiste en lui disant que s'il ne faisait pas exactement ce que les mesures de sécurité, donc masque, se laver les mains, etc., et que sa compagne mourrait, eh bien, il le tuerait. Donc, ça dit bien un peu le climat dans lequel les enfants pouvaient se trouver. Rupture des liens sociaux, ben oui, hein, quand on est confiné, forcément. L'anxiété, il y a un virus, quand on est en guerre, quand il y a un virus invisible, ben forcément, on a tous peur. L'augmentation de la pénibilité scolaire avec phobie scolaire et déscolarisation, ben oui, si à un moment donné on donne cours et puis qu'à un autre moment on ne donne plus, que c'est à distance, etc., les enfants ne s'y retrouvent plus, les adultes non plus d'ailleurs. Alors l'anxiété, ben, on a joué beaucoup là-dessus, évidemment. Hein. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut reprocher au pouvoir public quand il y a une situation de crise sanitaire. Normalement, toutes les directives indiquent qu'il faut éviter de mettre la population dans la panique. Je pense qu'ils n'ont pas dû lire ces directives avant de communiquer tous les jours le nombre de morts qu'il pouvait y avoir avec le Covid. Indépendamment d'ailleurs de la proportion par rapport à la grippe, et il y a d'autres qui finalement, on se rendait compte, étaient tout à fait semblables. Alors, augmentation la chute des résultats, évidemment, là aussi avec un impact sur leur estime d'eux-mêmes, et parfois des maltraitances qui s'ensuivent. Augmentation des assuétudes, notamment pour les écrans, avec des dérives. Là, on voit que des enfants qui sont derrière les écrans, ben, on peut les harceler, on peut les exploiter. Une augmentation des tensions familiales, notamment de l'alcoolisme, de l'isolement, donc des maltraitances. Bon, il faut savoir aussi que les adultes qui se retrouvaient dans des situations de commerce qui n'étaient pas essentielles ont vu péricliter leurs affaires, donc désastre économique. C'est évidemment dans le terreau fertile de l'alcoolisme et de problèmes de troubles du comportement chez les adultes, qui se répercutent chez les enfants. Augmentation 300%, selon une étude qui a été faite en France et qui est parue dans le journal American Medicine Association, le JAMA. Donc, augmentation de 300% des tentatives de suicide des enfants, et de plus en plus précoces, c'est-à-dire à des âges inférieurs à 12 ans, ce qu'on voyait très peu avant. Et il faut dire aussi que ces chiffres ont de fortes chances d'être moindres que la réalité. Il y a beaucoup de situations où l'enfant fait une tentative de suicide et c'est pas pris au sérieux, ça ne vont pas nécessairement mis aux urgences, c'est banalisé, on essaye de cacher les choses, ou bien on fait passer ça pour un incident,
et donc ça n'est pas comptabilisé. Augmentation des souffrances psychiatriques, psychose, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, troubles de l'attention et de l'hyperactivité, etc. Maltraitance sociale et scolaire sur les enfants, les masques, les menaces, les restrictions de liberté, la contrainte vaccinale, tout ça, ce sont des maltraitances. Et stress post-traumatique, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est de la maltraitance. Empêcher les enfants de voir leurs grands-parents, empêcher les grands-parents d'avoir des contacts avec les grands-parents qui sont décédés, c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement. On ne leur donnait pas de ribotril comme en France, pour accélérer leur fin de vie. Ça, c'est de la maltraitance. Un test PCR, pourquoi aller le mettre comme ça dans le fond du nez jusqu'à ce que l'enfant pleure ou saigne? Ça n'a aucun sens. D'autant que les enfants, même si parfois ils étaient porteurs de la maladie, ne la transmettaient pratiquement pas. Donc, c'était pas utile. Et ce test PCR est fortement remis en question. Il y a énormément de faux positifs. Celui qui a imaginé ce test disait lui-même, ce n'est pas un bon test pour prévenir et pour détecter une maladie, surtout avec un taux d'amplification qui était supérieur à 33, c'était 33, où on ne détecte pratiquement plus de virus vivants. Donc là, il y a eu ce qu'on appelle une épidémie de PCR positif et non plus de maladie. Ça a aussi permis aux journaux de continuer à maintenir la peur dans la population. On a parlé au départ des morts, puis on a parlé des malades, et puis finalement on parlait des tests PCR positifs. Ça, c'est de la maltraitance aussi. Les enfants qui, devant porter le masque, parfois se font gronder quand ils ne le portent pas bien, voire les enfants, c'est un peu difficile pour eux de les faire tenir les choses d'une façon tout à fait chirurgicale, toute la journée qui pesait. Il y a l'effet sur le taux de CO2 qui augmente avec des maux de tête, des troubles de l'attention, et beaucoup d'enfants ont souffert de ça. Les enfants ont besoin quand même d'un minimum de leur cerveau pour apprendre. On sait qu'un taux de CO2, comme on en fait quand on doit porter un masque toute une journée, est délétère pour les neurones. Un cerveau qui est en pleine croissance. Donc là, on a encore agi d'une façon tout à fait insensée et maltraitante. Ça, c'est de la maltraitance aussi. Les enfants, en plus, on a un produit qui avait à peine 3 mois de recul, sur lequel on n'avait pas étudié de leur aveu ni la génotoxicité ni la cancérogénicité. Et on se rend compte que on a vacciné des enfants qui ne risquaient rien par rapport à cette maladie. À l'heure actuelle, on voit évidemment des jeunes joueurs de foot qui tombent sur le terrain, des turbocancers du côlon. On a vu encore un turbocancer du côlon chez un jeune de 12 ans. On n'a jamais vu ça. Mais circuler, il n'y a rien à voir. Là, j'en veux beaucoup, évidemment, à nos politiques et aux médecins qui ont continué à couvrir l'histoire et à faire comme si de rien n'était. Juste une petite minute de silence. Voilà, j'espère que justice sera faite. Après ça, deuxième action de l'OMS, puisque déjà la première, on a vu que l'OMS était derrière, évidemment. C'est Tedros Adhanom Ghebreyesus qui est le président, enfin le patron directeur de l'OMS qui a été félicité le président chinois pour la rapidité de l'exécution de ces mesures et qui s'est empressé de les recommander à l'ensemble des populations européennes et autres. C'est l'OMS qui déjà lors de l'achat H1N1 avait essayé de vendre des vaccins et qui avait modifié la définition d'une pandémie pour en faire quelque chose qui n'est pas forcément grave ni mortel. Donc
un rhume dans 2-3 pays en même temps, c'est une pandémie pour eux. Le RSI, le Règlement sanitaire international, vise à imposer à tous les pays, alors qu'au départ, l'OMS avait un avis simplement consultatif, des mesures de prévention par rapport à une maladie X qui n'existe pas, qui n'existera peut-être jamais. Donc, on voit que la machine est en route. Ils ne vont pas s'arrêter. Et là, on a une autre action qui est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et on le verra aussi que c'est sous l'influence des standards européens d'éducation à la sexualité de l'OMS, qui sont travaillés depuis 1974 et qui ont vu le jour sous la forme des standards européens en 2010. Mais on voit, et je vous montrerai tout à l'heure, les influences qu'il y a derrière ces standards européens. Et c'est pas joli. Alors, les VRAS rendus par les politiques, c'est seulement 2 heures d'animation en 6e primaire et en 4e secondaire. On respecte les enfants, on ne fait que répondre aux questions. Le guide des VRAS n'est qu'un repère, pas un mode d'emploi. On n'incite pas à la pornographie, liée au changement de sexe. Tout ça, ça a été dit dans la PDF. Sans fond du mensonge. On ne dit pas qu'il y a une sexualité dès le plus jeune âge. On ne parle pas de masturbation qu'aux enfants de vers 12 et 14 ans. On parle surtout de vie affective et relationnelle, et pas seulement sexuelle, et on insiste sur la notion de consentement. C'est l'article de la RTBF du 7 septembre 2023 qui dit ça. Alors en vrai, c'est un guide de 300 pages rédigé entre 2018 et 2022 sans l'avis d'aucun professionnel pédopsychiatre. Rédigé comme le sont les socles de compétences avec apprentissage, prérequis, savoir, savoir-être, savoir-faire. Quelque chose qui est juste à titre consultatif et qui n'est pas un guide chercher l'erreur, qui couvre les âges de 5 à 18 ans, donc pour quelque chose qui ne s'adresse que au 6e primaire et secondaire. Je pense que là aussi, c'est un peu bizarre que ça couvre ces âges-là. Si on tape sexe dans la barre de recherche PDF, on trouve 1504 fois le guide. Affect, par contre, 269 fois, et relation, 449 fois. Ça dit bien que, bon, l'influence du guide, c'est pas tellement de parler de l'affect. Les circulaires 9020 et 9044 indiquent que les races sera dispensée en tronc commun, soit à travers tous les cours de la 3e maternelle à la 3e secondaire. C'est donc une obligation. Les thématiques des apprentissages, donc on le voit ici, apprentissage, prérequis, connaissance, etc. Donc on voit bien que c'est une structure qui est faite pour être suivie. Alors, il paraît qu'on ne parle pas de masturbation avant 12-14 ans. La RTBF dit. Là, voyons ça. 5-8 ans, masturbation. Alors, on dit pourquoi ces apprentissages? Les enfants se procurent du plaisir par l'autostimulation très tôt, vers 2 ans déjà. Donc, il n'y a pas de sexualité dès le plus jeune âge, selon eux. Et quand on voit la référence du chiffre 50 que vous voyez ici, il est clair, vous tombez sur un article qui n'est pas du tout scientifique, qui prétend, le titre de l'article, c'est la sexualité de l'enfance dès le plus jeune âge. Donc, comprendre des sensations agréables, désagréables, gestes onérogènes, pourra aider les enfants à exprimer leurs envies, besoins et limites, à comprendre leurs sensations de plaisir. Cet apprentissage sert à mettre en lien avec l'apprentissage de l'intimité et du consentement. Pour ce mot consentement, je rappelle que dans la loi, il n'y a pas de consentement avant 16 ans. Et que de parler de consentement à un enfant entre 5 et 8 ans, c'est mettre le pied à l'étrier d'une relation avec un adulte qui va lui proposer des choses. Vous voyez un peu l'intérêt qu'il y a derrière. On n'incite pas à la pornographie. Bien, ça, c'est ce que la RTBF dit. Eh bien, je vous propose d'écouter. Je demande quels sont les avantages du porno.
Je suis très mal à l'aise avec le débat pour le moment parce qu'en fait, à aucun moment, on a dit ce qu'étaient les animations Esdras. Eh bien, allez-y. Tout ce que j'entends ici, ce sont des passages tirés d'un guide. Je vais en parler aussi. Surtout. Les animations Esdras qui existent depuis C'est ce qui est sur la table. longtemps. Il faut bien vous faire comprendre pourquoi on parle de ça, parce que les gens, ils lisent. Mais c'est ça le problème. Et ils se disent, c'est quoi ça? Donc ce n'est pas de la désinformation, c'est dans le guide, ce sont des passages. C'est de faire croire que le guide, c'est pour les animations. Et donc vous êtes là pour recadrer, s'il vous plaît. Allez-y. On ne peut pas du tout discuter. Tout le monde est tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on le met devant. Les problèmes, les passages qui sont controversés pour les Qu'est-ce qui est un problème? Ou sexuel. Vous avez fait votre point, il est très clair. Mais pourquoi comprendre les avantages et les inconvénients? Bien sûr, mais pourquoi les avantages? Je vous pose la question, Madame Nina, pour vous, et peut-être qu'il y en a, hein. Une fois encore, moi je pose des questions très naïves, des questions que les gens se posent. Quels sont, à votre niveau, les avantages de regarder les films pornographiques? Donc ce n'est pas la question à nouveau. Si un élève pourquoi c'est dans le guide qu'on prend les avantages et les inconvénients? On a parlé du genre et je voudrais voir. Non, je reviens dans un instant. Oui, mais je vais vous dire la transition. Non, parce qu'on en parlera plus tard. Et donc, il n'y a pas d'avantage de porno, oui, on a. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'un jeune, à un moment donné, va mettre sur la table. Ça ne sont pas vraiment sur le fond. Hein. Mais bon, on va continuer sur les gens, je vous assure, parce que ça, c'est tout à fait, ça passionne chacun, mais il y a d'abord une chose importante à faire, celle-là. Voilà, une bonne discussion des politiques. Je demande quels sont les avantages. Alors, il paraît que ce nom-là est toujours, donc on va leur attribuer un titre. On n'incite pas au changement de genre. Alors, on voit que dans les guides, page 162, 9-11 ans déjà, on explique que les identités de genre, cisgenre, transgenre, etc. Et on parle du droit à l'autodétermination, qui est un droit fondamental. Hein? Donc là, on ne parle même pas de l'influence des parents ou quoi que ce soit, ni d'un quelconque professionnel qui pourrait accompagner l'enfant qui vit quelque chose d'un peu difficile et se dit tiens, ben, je suis pas bien dans ma peau, peut-être que je suis mieux dans une autre peau. Eh bien, non, on parle d'autodétermination, c'est clair. Et il s'agit de l'ensemble des éléments pouvant être mis en place par une personne transgenre afin de favoriser le sentiment de bien-être par rapport à sa propre identité de genre, adopter une démarche différente ou pas, changer sa façon de s'habiller ou pas, prendre des hormones ou pas, recourir à des opérations chirurgicales ou pas. Page 162 du guide. Alors, ce qu'on ne dit pas dans le guide, c'est que même si on ne fait que prendre des hormones, on ne parle même pas d'opérations chirurgicales, l'espérance de vie des gens qui ont fait ce genre de changement est réduite de moitié. Les témoignages. Alors, il y a encore autre chose. Là, évidemment, voilà, page 174, toujours 9-11 ans, connaître les modèles positifs LGBTQIA+, dans notre société actuelle. On ne parle pas des modèles négatifs. Donc là aussi, et ils reconnaissent, les enfants de 9-10 ans sont très influençables face aux stéréotypes de genre. Bien donc. Et donc, quand on va leur parler à 9-11 ans la possibilité de changer de sexe, si par après, dans leur adolescence, ce qui quand même arrive assez souvent, l'enfant est mal dans sa peau, des changements hormonaux, il grandit, il change de physique, il y a des choses qui se passent aussi au niveau de ses émotions, de sa conception de la vie, etc. Il ne se reconnaît plus en tant qu'enfant, ça c'est un petit peu le propre de l'adolescence. Comme disait un de mes profs, l'adolescence c'est un saut. On n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte, et on peut passer par tous les éléments de diagnostic qui existent en psychiatrie, et c'est très important de n'en retenir aucun à ce moment-là, parce que l'enfant, l'adolescent, est en droit d'évoluer. Si on fixe quelque chose à ce moment-là, il risque de rester bloqué. Donc. Et donc, si à ce moment donc un peu critique de sa vie, il se rappelle qu'on lui a parlé
la possibilité d'être mal à cause du fait qu'on n'est pas bien dans son genre, eh bien, il va entamer des démarches pour changer de sexe. Et comme on l'a vu, ça n'est pas, on ne peut pas influencer ni par un professionnel, ni par les parents, puisque c'est de l'autodétermination. Eh bien, on va voir les dégâts que ça va faire. Il y a beaucoup de gens qui font des transitions après 20 ans, qui se rendent compte qu'on les a influencés et qui entament des procès. Alors, les témoignages, je vais les lire un peu rapidement, mais voilà. Une fille de 11 ans qui disait qu'on a fait des séparations entre ceux qui se sentent filles et ceux qui se sentent garçons. Le garçon de 11 ans qui dit à la fin de la séance, on a retrouvé les filles et l'animateur nous a demandé d'expliquer aux filles ce qu'était l'érection. En première primaire, ma fille a donc participé sans mon consentement, puisque nous n'avons pas été prévenus, à sa première cellule des brasses. L'après-midi même, elle a suivi cette intervention, ma fille a subi des attouchements dans les toilettes. Le lundi 15/5/2023, mon fils est rentré de l'école en me disant qu'un parent d'élève leur avait lu un livre sur la théorie des genres et les enfants ont dû répondre s'ils se sentaient filles ou garçons ou les deux. Le professeur de mon fils a fait visionner un film où un prince et une princesse s'embrassent avec la langue et on croisait le matin. Le jeudi 25 janvier 2024, mon fils de 10 ans a eu une animation Evra sans mon consentement. Ils étaient en groupe, quatrième primaire. Le sujet était le cycle féminin. Quand j'ai été le rechercher à l'école, il m'a dit qu'il était dégoûté du cours et m'a demandé 2 fois d'effacer cela de sa mémoire. On parle ici d'effraction. Quand on parle à un enfant, il n'est pas dans sa maturité capable de concevoir la sexualité comme les adultes la voient, et qu'on leur impose ça. C'est un peu comme si on forçait une porte, une maison, et qu'on allait y introduire quelque chose. Imaginez que quelqu'un force la porte de votre maison, que vous apercevez des fractions, vous allez dans la chambre des enfants, et que vous y trouvez des gomichets, des préservatifs, des cassettes de films porno. Je pense que ça vous ferait réagir, et j'espère que vos enfants ne vont pas tomber dessus. Est-ce que c'est légal? L'article 417.6 du Code pénal dit qu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans accompli n'est pas réputé pour avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement. Alors, à force de parler de consentement à des enfants depuis le plus jeune âge, eh bien, c'est un peu comme si on leur disait qu'ils pouvaient consentir. On leur parle pas du refus, de la possibilité de dire non à quelqu'un qui, visiblement, entre dans leur sphère intime, que ce soit psychiquement ou physiquement. On leur parle simplement de consentement. Il y a une technique comme ça qui s'appelle le grooming. Les pédophiles la connaissent bien. Quand on parle de sexualité à des enfants, il est un peu plus facile après de leur proposer de passer à l'action. L'article 24 de la Constitution belge, la communauté organise un enseignement qui est neutre, la neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. On voit bien que, et là je comprends pas comment un recours constitutionnel n'a pas pu aboutir, ici l'article 24 il est vieux. On ne demande même pas à tous les parents de donner leur avis, on ne les informe pas, et encore moins du contenu. Ils le savent après par les enfants qui osent en parler. Donc, les signalements qu'on voit là, et ici Verlaine Urbain qui fait partie d'Innocence en danger, avec qui nous avons travaillé dans Sauvons nos enfants, un petit groupe qu'on avait constitué autour de ça. Verlaine est très très actif parce qu'il recueille énormément de témoignages, notamment un témoignage récent où on a distribué des préservatifs et des lubrifiants, c'est comme ça, à des enfants de 11 ans, c'est ça? 11 ans et demi. Voilà. Donc on voit bien les dérives de ce genre de pratique. Et évidemment, quand il y a ça, tournez-vous vers Innocence en danger parce que eux peuvent aller porter plainte. C'est des choses, il ne faut pas rester les bras croisés et se dire « Oh, c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, l'école garantit-elle l'épanouissement et le bien-être des enfants? On voit qu'il y a
de plus en plus d'enfants, surtout plus jeunes, qui sont retirés de l'école. Leurs parents trouvent que on les a fait assez souffrir comme ça. D'abord avec les masques, etc. Donc là, on a vu l'école des jeunes qui était un petit peu en décalage par rapport aux intérêts des enfants. Et après, ben, c'est grâce, c'est la plutôt qui fait des grâce. Alors on voit ici, hein, c'est surtout en primaire, là ici vous voyez la courbe de primaire, ou en 2019-2020, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a vu qu'il y a une augmentation du décrochage et donc de l'enseignement à domicile et assimilé. Et pareil pour les maternelles. C'est moins le cas en secondaire parce que les enfants en secondaire, ils ont leur réseau d'amis, etc. Et ils veulent pas trop. Ils aiment bien d'être quand même, même si l'enseignement ne leur donne pas satisfaction, ils aiment bien d'être entre eux. La limitation à l'instruction en famille, ben, c'est la disponibilité des parents, la relation parent-enfant, la sociabilisation, non, évidemment, la qualification pédagogique des parents. C'est pas toujours très à même d'apprendre les dérivés et les intégrales quand les enfants sont en secondaire. La fratrie, certains enfants sont retirés, d'autres pas. Les séparations, certains parents sont d'accord, d'autres pas. Donc, alors que faire? Bon, par rapport à tout ça, on a plusieurs possibilités. Il y a donc le procès, il y a la lutte contre, et il y a la possibilité de créer autre chose. Je pense que l'un et l'autre sont compatibles, on peut faire les deux, de lutter et créer. Ici, on a pensé à repenser l'enseignement déjà avant la crise Covid, au regard de ce que les filles nous ont enseigné. Passer de la perte de sens, qui aller un peu plus vite ici, parce que bon, c'est un projet mais qui est moins dans le cadre de cette conférence. Un projet qu'on a appelé Athéna, et qui va peut-être voir le jour, j'espère, donc c'est pas pour parler pour l'allocation. Et donc passer de la perte de sens à des activités centrées sur l'autonomie, de la soumission à l'autorité à une école démocratique, du formatage à la liberté d'expression à l'esprit, de l'individualisme au fait de construire ensemble, de la déshumanisation à la communication et au lien, passer du stress au respect des rythmes et à la bienveillance, et de la sanction des erreurs à la valorisation des essais. C'était l'objectif du projet qu'on a mis en place. Un concept intégratif dans un terrain boisé où les enfants sont libres d'explorer avec des adultes qui sont principalement des adultes qui ont un effet Pygmalion positif, vraiment bienveillant, et même des enfants qui sont pédagogues. Des ateliers basés sur l'autonomie, où on apprend l'empathie, la bienveillance, la tolérance, la méditation, la communication non violente, les notions de psychologie, de fonctionnement démocratique. Tout ça est conçu dans le projet Athéna. Les adultes sont des adultes évidemment bienveillants, qui aiment les enfants, c'est une sélection essentielle. Et bon, dans les écoles actuelles, malheureusement, il y a certains adultes qui sont en charge de professorat et qui, soit en burn-out, soit déjà à la base, parce qu'ils ont choisi ce métier pour pouvoir asseoir leur autorité, ne sont pas tout à fait positifs vis-à-vis des enfants. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde, et je connais des enseignants merveilleux. Tout comme ce que je vous ai décrit par rapport au problème du Covid et au problème de l'ERAS, il y en a qui s'en sortent très bien. Donc, ici, je vois, parce que c'est un peu ma profession, en tant que psychiatre, je vois des gens qui vont pas bien. Mais il est clair que les gens qui vont bien, je ne les vois pas. Je ne peux pas vous parler de cela. Par contre, je peux vous parler d'un problème qui est bien réel, et malheureusement, ni les politiques, ni les médias, pour moi, ne laissent une place à concevoir que le problème peut exister. Donc les ateliers, donc basés sur l'autonomie, du bricolage, qui redonnent un sens aux apprentissages, et où on apprend de manière transversale toutes les autres branches, sont adaptées au niveau évolutif et au rythme de chaque enfant. Ils sont multi-âges, il n'y a pas de redoublement ni de stress. Donc, pourquoi j'en parle ici alors que le projet va peut-être avoir lieu en Haute-Sénie? Parce que c'est un projet qui peut se mettre n'importe où, pas ici à Liège. Donc, si vous êtes intéressé de créer ce genre d'école, pourquoi pas?
passe un peu vite. Voilà, ça c'est le rôle de l'OMS dans la crise Covid. On l'a vu aussi bien dans les mesures que dans la vaccination, ils ont un rôle central. Dans les VRAS, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe étaient précurseurs de l'EVRAS. On voit que les liaisons dangereuses de l'OMS et de la Chine ont marqué la crise du coronavirus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. La vaccination, là encore, on trouve sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS déconseille d'utiliser l'ivermectine pour traiter le Covid-19 en dehors des essais cliniques. Il faut savoir qu'en Inde, il y a plusieurs États, il y en a 20, je pense. Et il y en a 2 qui sont parallèles. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, d'ailleurs, qui est Jackie Cassou, dans un livre qui s'intitule « L'OMS, menace pour l'humanité », que je vous invite à lire aussi. Vous allez lire beaucoup, donc je vais sortir aussi. Et c'est clair que un des États a utilisé, a continué, parce qu'en Inde on avait l'ivermectine assez facilement, a continué à utiliser l'ivermectine, alors que l'autre a suivi les conseils de l'OMS. Et le taux de mortalité, je vous laisse deviner, est beaucoup plus élevé, évidemment, chez ceux qui n'ont pas utilisé l'ivermectine, mais qui ont suivi les conseils de l'OMS. Alors, la maladie à coronavirus et l'hydroxychloroquine. L'OMS recommande-t-elle l'hydroxychloroquine? Non, l'OMS ne recommande pas l'hydroxychloroquine à toute population. Là aussi, clairement, ça a été meurtrier. D'ailleurs, on a toujours là, le barreau des avocats de pays qui a attaqué l'OMS pour crime contre l'humanité. Là-bas, c'est passible de la peine de mort. Je ne sais pas s'ils vont aboutir, mais quand même, on remarque qu'en empêchant finalement l'usage de médicaments qui pouvaient soigner, ils ont augmenté la mortalité, mais surtout, ils ont favorisé le fait que, comme il n'y avait pas d'autres traitements, on pouvait lancer une thérapie génique expérimentale. Les vaccins, par contre la Covid, sont équitables, des vaccins sûrs et efficaces. Waouh! Je ne m'en dirai pas plus. On voit aussi les liens de l'OMS avec Bill Gates, qui est un des principaux financiers de l'OMS. C'est Bill et Melinda Gates, la fondation, et le Gavi, qui remportent la palme de ceux qui financent. Ils vont avoir du mal maintenant que les USA vont sortir, et l'Argentine, mais bon, on compte sur Bill pour continuer à nourrir la vie. Alors, les standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle, là aussi, vous allez avoir droit à une petite vidéo. Les standards de l'OMS pour une éducation sexuelle en Europe. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un ramassis de conneries pseudo-scientifiques basés d'après des travaux de pédophiles revendiqués sur lesquels se basent les différents pays européens pour apprendre aux EPB dès leurs 5 ans ce qu'est le plaisir sexuel. 2 et 3 ans, les enfants commencent à explorer leur corps. Entre parenthèses, masturbation infantile, autostimulation. D'ailleurs, si vous devez avoir ne se masturbe pas dès l'âge de 2 ans, pas de panique, un standard préconise aux éducateurs d'informer les enfants âgés entre 0 et 4 ans sur le plaisir et la satisfaction liée au toucher de leur propre corps. Dans la classe compétence, juste à côté, il faudrait lui permettre d'exprimer ses propres besoins, désirs et limites. Par exemple, en jouant au docteur. Et un peu plus bas, dans Sexualité et droits, 0,4 ans, on nous dit qu'il faut aider l'enfant à développer le sentiment qu'il est possible de décider pour soi. On a résumé en une phrase la philosophie perverse du principe des droits sexuels de l'enfant, survolant la bibliographie sur laquelle se basent ces standards. Accrochez-vous parce qu'il nous sort pédo sur pédo. Ernest Bornemann, qui considère qu'on arrête d'être enfant à partir de 8 ans, puisqu'à cet âge-là, quand on se même on voit, on tombe forcément sur des prostituées, c'est question de c'est 8 ans, je jouais une culture, et je le disais, la cabane magique, mais soit. On a Théo Forte, qui a été membre du comité de rédaction des revues pro-pédophilie, et Archives of Sexual Behavior. Et je finirai avec Philippe Jenkins, qui considère que les questions d'abus sexuels sont des constructions sociales. Voilà d'où proviennent les sources scientifiques des standards européens de l'éducation à la sexualité de l'OMS.
différents. Donc, l'analyse de Thibaut Kerbirza, qui est reprise sur la page des Mamans Louges, montre que les défenseurs des relations pédophiles sont présents dans 2/3 des références des standards pour l'éducation sexuelle en Europe de l'OMS. Bon, il a appelé les profils rouges et jaunes. Alors, je vais, parce que c'est peut-être pas lisible pour tout le monde, vous lire la conclusion de Thibaut Kerbirza. Voilà, je passe le premier chapitre. Les références utilisées pour la rédaction des standards posent de sérieuses questions tant sur leur neutralité, leur scientificité, que sur les sombres origines des professionnels entre guillemets qui ont servi à cette écriture. Considérant par les travaux de Salvador Terence, c'est un psychanalyste de renom, proche de Freud, que l'enfant ne comprend rien à la sexualité adulte et n'en attend rien, il semble alors clair que tous les efforts déployés pour que les enfants prépubères entrent de manière précoce dans la sexualité adulte profitent d'abord aux adultes, qui cherchent à créer des conditions d'une activité sexuelle transgénérationnelle, outre des désignations de la pédocriminalité. En effet, les différentes observations des jeux de découvertes infantiles ont montré qu'il ne s'agit pas pour l'enfant d'aboutir à une relation sexuelle. Les standards ont dans ce domaine une approche volontariste et interroge. Utilisant la terminologie de l'approche sanitaire, ce texte, qui se veut de référence, utilise le concept non officiel de santé sexuelle, entre guillemets, pour, dans un premier temps, justifier des mesures de prévention qui font consensus, comme la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, et dans un second temps, une information qui ne fait pas consensus sur la sexualité adulte en vue d'une jouissance sexuelle dès l'enfance. Or, pour ce qui concerne la sexualisation des enfants, la balance bénéfice-risque penche résolument du côté du risque. En effet, le bénéfice est nul pour l'enfant prépubère qui n'a aucun besoin d'identifier de la sexualité adulte. En revanche, les risques sur son développement psychique sont considérés comme graves et durables par les sciences humaines et la pédopsychiatrie, qui affirment depuis fort longtemps que l'enfant est sexué mais non sexuel. Dès lors, les fondements scientifiques des standards semblent tout simplement erronés et rappellent les tentatives de banalisation de la pédophilie et des pratiques pédosexuelles des années 70 à 20 ans. Je rappelle que l'OMS planche sur ça depuis 74. À noter qu'un rapport de l'American Legislative Exchange Council d'avril 2004 a clairement démontré la connexion entre l'INSEE, l'ICUS et l'IPPF, et a dénoncé les études de l'INSEE comme étant des sciences de pacotille enseignées aux enfants américains en guise d'éducation sexuelle. Pour conclure, nous nous interrogeons sur les motivations ayant conduit la France, mais la Belgique c'est pareil, à donner ce blanc-seing aux standards européens d'éducation de la sexualité de l'OMS. Comment nos politiques peuvent-ils cautionner ce document qui a valeur de référence en matière de politique de santé sexuelle, alors même qu'à l'évidence, il n'a pas fait l'objet de la moindre analyse ou vérification? Les références utilisées pour la rédaction de ce document devraient suffire à la France et à la Belgique pour rompre de façon immédiate avec les 10 standards. Alors si vous pouvez aller sur les sites, Pet4Health recueille des fonds éventuels pour les actions qui sont menées, notamment des procès, des choses comme ça, pour sauver les enfants. Donc, il y a le petit site que nous avons formé qui est sauvernosenfants.weebly.com. Et alors, il y a un autre site qu'on vient de créer qui pourrait aider à faire en sorte que le peuple se lève un peu et que une démocratie revienne. Parce que ici, quand il y a des décisions comme celle-là, on se rend compte que finalement, les politiques sont hors sol, mais n'entendent rien. Les tribunaux, pareil. Et donc, à moins que la population massivement se lève, on ne voit pas comment on va pouvoir inverser les tendances.
Et donc, pour ça, j'invite à aller voir ce site et éventuellement donner son intention de participation à une manifestation pacifique, mais énorme. Et quand on aura suffisamment d'intention de participation, on fera cette manifestation. Mais il ne faudra pas qu'il y ait deux pelés de les trois comptes. Ça va? Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps. Et si vous avez des questions, je voulais juste encore mentionner que donc Vernon Urbain a ici un livre qui est le guide, les enjeux du guide pour Evras, et qui est vraiment remarquable parce que il fait part de tout ce qui a été dit ici, plus encore d'autres choses. Donc ça vous permet éventuellement d'avoir du matériel pour confronter éventuellement les directeurs, les politiques, etc. Si vous êtes confronté au problème. Donc c'est un livre extrêmement instructif qu'il va vendre ici après les questions. Merci.